heureuse de vous retrouver dans la libre antenne pour ces 2 heures de direct au 39-21. Dans cette émission, on confie nos fragilités, nos vulnérabilités, dans laquelle on se donne du courage. Je voulais partager avec vous ce soir une très belle rencontre que j'ai faite cette semaine. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, l'ont vu à la télé ou entendu parler de lui. Il s'agit de Philippe Croison, amputé des 4 membres suite à un accident et qui a traversé la Manche à la nage, puis relié les 5 continents, toujours à la nage. Alors pourquoi je vous parle de lui ? Parce qu'il incarne non seulement le courage, la force de la volonté, une magnifique humanité, mais surtout un optimisme sans faille. Il illustre combien la confiance en notre capacité d'agir sur ce que l'on vit nous donne toujours le choix. Il est avec son merveilleux rire un homme qui donne le goût de vivre, qui nous lance aussi un pari, celui sur la force de la volonté, de refuser de renoncer, afin de faire changer les choses, même les plus négatives et les plus abîmées. Alors certes, il avoue que parfois il doute, s'isole, souffre, comme tout à chacun, mais jamais il ne lâche. Il refuse qu'on le qualifie de héros, car dit-il, sans l'aide des autres, jamais il ne s'en serait sorti, que ses exploits sont ceux d'une équipe et qu'ils se sont tous soutenus mutuellement. Voilà où je voulais en venir en fait, au fait que la vulnérabilité partagée peut donner la force d'accepter nos limites. Nos désillusions, notre vulnérabilité nous apporte ici, dans cette émission, la possibilité de partager les difficultés et donc un peu de notre fragilité. Elle est notre source cachée, le moteur de toute émotion et de toute beauté, à l'instar d'un Philippe Croison auquel je dédie ce soir cette émission. Jeanne reçoit vos appels au 39-21 et c'est Charles Westrelin qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39-21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39-21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Catherine. Bonsoir Sophie, je suis très émue de passer donc à la radio et très émue d'entendre l'introduction que vous venez de faire en hommage à Philippe Croison qui vraiment est un homme extraordinaire, quoi. Oui. Bon, alors moi, vous parlez courage en fait. Vous parliez de partage et c'est vrai que c'est un thème qui me prend beaucoup à cœur parce que bon, moi le grand, disons, drame de ma vie, c'est la solitude. C'est une solitude que j'ai l'impression d'avoir connue dès ma plus tendre enfance. J'ai 63 ans, je suis à la retraite depuis 2 ans. Je suis issue d'une fratrie où nous sommes 2. J'ai une sœur aînée qui a 7 ans et demi de plus que moi. Nous sommes nés, disons, à la campagne. Et donc, ma sœur, dès qu'elle est rentrée en 6e, elle est rentrée interne jusqu'au bac. Et moi, j'étais donc la petite deuxième, ce qui fait que je n'ai pratiquement jamais connu ma sœur jusqu'à ses 18 ans. Oui. Et donc, je réclamais à corps et à cri un petit frère ou une petite sœur. Mais bon, vu les conditions de vie que nous avions, c'est-à-dire seulement 2 pièces, il n'était pas question qu'il y ait un petit frère ou une petite sœur. Donc, j'avais des chats, des chiens, des cochons d'Inde, des tortues qui ont fait tout mon univers et qui continuent encore un peu à le faire. En l'occurrence, j'ai un chat qui est mon bébé, qui est tout ce que l'on veut. J'ai eu une enfance quand même très heureuse. Ma vie sentimentale était un petit peu chaotique. J'ai rencontré que des hommes qui n'étaient pas libres, que ce soit que j'aille vers eux ou que ce soit eux qui soient venus vers moi, qu'ils soient célibataires, qu'ils soient mariés, qu'ils soient séparés, disons, juridiquement. Il y avait toujours une tierce personne. Et le dernier ami que j'ai eu, c'était en 2000, je sais plus, ça s'est terminé en 2005, je crois. Il était marié, il est toujours marié. Et donc, je n'ai pas eu beaucoup, disons, de partage. Donc, ma vie, ça a toujours été la recherche d'essayer de fonder un foyer. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et je n'ai même jamais, vécu avec un homme. Oui, j'entends votre histoire de solitude, Catherine, comme une fatalité. Comme si vous n'aviez pas eu le choix. C'est pas un choix du tout. Mais comment vous expliquez que justement, vous ne l'auriez pas eu, ce choix-là ? Mais je me pose toujours la question, parce que
Je suis très active. Je suis dans plein d'associations qui sont en contact. Je suis en contact avec beaucoup de personnes. Je mets en place plein de choses, mais n'empêche qu'après l'activité terminée, tout le monde retrouve chez soi et je me retrouve toute seule. Je n'ai pas d'autres contacts. Les gens ne téléphonent pas en disant bon, qu'est-ce que tu fais dimanche ? On pourrait faire quelque chose ou. Et j'ai été suivie par des psys à plusieurs époques de ma vie parce que justement je ne comprenais pas cette solitude. Et le dernier psy que j'ai vu, c'était quand mon papa a commencé à avoir de très gros problèmes. Mon papa est décédé en 2008 et en 2005 il a commencé à avoir des problèmes de comportement. Peut-être Alzheimer, je ne sais pas. J'ai pas eu de réponse à tout un tas de questions sur son comportement. Et là, je me suis dit, je vais jamais tenir le coup. Je vais aller voir un psy pour me faire aider. Et puis, pendant plusieurs années, je suis allée le voir à raison c'était tous les 15 jours. Mais je lui ai raconté en fin de compte du fait que je n'avais personne à qui parler. Je lui parlais de ma semaine, de ce que j'avais fait au travail. Il me posait après des questions sur le jardinage parce que je jardinais beaucoup. Et c'était ça uniquement nos communications. Ah oui. Donc, et avant, parce que vous me dites que c'est pas la première fois que vous aviez vu un psy, avant les autres épisodes où vous avez travaillé sur vous? C'était pareil, je veux dire. J'ai toujours eu ce sentiment de solitude parce que, comme je suis quelqu'un d'assez actif, je crois que les gens de mon entourage ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi j'étais seule. Ne m'ont jamais posé de questions sur ma vie. Mais peut-être qu'ils ne le savaient pas. Qu'est-ce que vous livrez de vous? Oui. Mes parents ne m'ont jamais vue avec un homme parce que c'était que des relations que j'avais donc qui étaient interdites. Mes meilleures amies que j'ai connues au lycée, donc quand on avait 15 ans, c'est pareil. Elles avaient des copains, elles allaient au bal. Moi, je ne sortais pas. J'avais quand même une éducation un peu stricte. Puis je vous dis, à la campagne, à l'époque, on n'avait pas du tout les moyens de locomotion que l'on peut avoir maintenant. Donc je ne sortais pas. J'étais presque jalouse de savoir qu'elles allaient au bal, qu'elles avaient des copains. Moi, j'avais rien à dire le lundi. On se retrouvait à l'école, j'avais rien à leur dire parce que j'étais restée avec papa et maman et puis que je m'étais ennuyée. C'était ça un peu ma jeunesse, quoi. Oui, mais un peu comme si votre jeunesse vous avait empêché par la suite de faire autre chose. Vous voyez, c'est vrai qu'on a, tous, une enfance avec ses particularités. La chance qu'on a quand on grandit, c'est à un moment donné de faire d'autres choix. Alors, je ne sais pas de quelle façon vous avez travaillé, vous voyez, en psy, ou vous me dites que vous avez vu des psys, mais vers quoi vous êtes allé par la suite. Mais j'entends dans ce que vous me dites quelque chose qui tient lieu d'une fatalité, c'est-à-dire voilà l'enfance que j'ai eue, et du coup, c'est évident que toute la suite est à l'aune de cette enfance-là. Je sais pas, parce que je vous dis, dans les rencontres masculines que j'ai pu faire après, je suis pas allée vers les hommes qui allaient me poser problème, dans lesquels j'allais me retrouver seule en fin de compte, parce que ils étaient mariés, donc pas disponibles, donc pas possible de faire quoi que ce soit. Mais oui. Et j'ai fait des rencontres où je ne savais pas au début qu'ils n'étaient pas libres. Donc j'ai pas été attirée par un même modèle, je veux dire de. Oui, mais alors ça, vous savez, l'inconscient nous joue quelquefois des tours. J'aimerais bien lui parler à celui-là. Oui, il y a sans doute, vous voyez, quelque chose, qui se promène encore de votre enfance comme une forme presque de loyauté à la façon dont vous en parlez. C'était ça, et donc ça reste ça. Vous voyez, on ne quitte pas. Alors, il y avait peut-être aussi une vraie protection dans cette enfance, dans cette solitude, avec vos animaux, avec vos parents. Il y a peut-être des peurs aussi, de la relation, de vivre autre chose, Alors, pourtant, j'ai eu une enfance heureuse. Je veux dire, j'avais des parents que j'ai beaucoup aimés, que j'ai admirés, que j'ai accompagnés jusqu'au bout et qui malheureusement sont décédés à 6 mois d'intervalle en plus. Donc, c'est un deuil que je n'ai pas encore fait. Et que j'ai pratiquement peut-être pas envie de faire. Oui, donc il y a peut-être quelque chose dans la solitude dont vous parlez, une forme de fidélité à une enfance un peu dans un cocon comme ça, comme vous parlez d'enfant. C'est sûr. Ouais. Et qui est peut-être difficile à quitter de peur d'être déçu, parce que ça peut être décevant quelquefois, des rencontres ou des relations. Vous voyez, peut-être vous êtes resté dans quelque chose qui vous semblait protecteur. Mais alors, comme dit Sergio là-haut, mais attendez, la vie n'est pas finie, elle peut vous réserver de belles surprises.
Oui, mais bon, je suis un petit peu déçue, disons, parce que Oui. comme je suis à la retraite depuis 2 ans, je m'étais dit, bon, les amies que j'ai, qui ne sont pas forcément locales, hein, je vais dire, elles sont un peu éclatées dans le département et dans la France, je veux dire, je les vois pas souvent, quoi. Et celles qui sont locales, je pensais qu'étant à la retraite, on se verrait beaucoup plus souvent. Parce que comme je suis aussi une célibataire, je suis pas quelqu'un que l'on invite. Je veux dire, on invite des couples. Mais de Mais quelle moi, façon j'ai passé beaucoup de réveillons où j'étais toute seule. Mais de quelle façon vous allez vers les autres, Catherine? Est-ce que Ah ben, je vous... vous assure que j'ai un tempérament, je suis bout en Oui, train. oui, on l'entend, hein, votre voix, il n'y a pas de Je suis doute. bout en train, Oui, je oui, suis oui. optimiste. C'est pour ça que c'est très étonnant quand on entend votre voix. Vous voyez, de vous entendre parler comme ça, cette solitude, parce qu'on sent chez vous une vraie facilité à être dans la sociabilité. Alors du coup, peut-être quel message dont vous n'auriez peut-être pas conscience, mais qu'on peut peut-être essayer de trouver ensemble, vous faites passer sans vous en rendre compte à votre Et entourage. oui, c'est ce qui m'interpelle un peu, Mais parce oui. que je fais partie d'un club de randonnée. Oui. Et bon, on se retrouve tous les jeudis matins. Et si au bout de 10 minutes, je veux dire, j'ai pas ouvert la parole, c'est « Ah bah tiens, t'es là, on t'entend pas, t'es malade aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?» C'est ça. Et puis l'autre fois, je me suis dit, mais ça m'a donné un coup de bourdon pas possible, en disant, mais comment les gens me reçoivent? Eh oui, oui, comment ils vous perçoivent? Comment ils me perçoivent? Parce que là, je suis le bout en train pendant 2-3 heures, on va rigoler. Même au sein de mon club, j'organise des balades découvertes. Enfin, je fais plein de choses auxquelles les gens adhèrent, les gens sont contents. Mais une fois que c'est terminé, il n'y a plus rien. Est-ce que vous parlez, Catherine, est-ce que vous laissez transparaître, finalement c'est un peu le thème de mon introduction, une forme de vulnérabilité? Non, je le cache. Vous voyez, un besoin de l'autre. J'ai énormément besoin des autres. Oui, mais est-ce que vous le dites? Est-ce que ça transparaît? Mais non, disons que je souhaiterais que les gens le devinent. Et non, ils ne le devineront pas. Non. Vous voyez, je vais vous reparler là c'est vrai, je parlais de Philippe Croizon dans mon introduction. Ce qui est merveilleux, c'est dont il témoigne, c'est qu'il est allé chercher les autres en disant j'ai besoin de vous. Alors bien sûr, il était dans une situation, on va dire particulière, mais on est tous, vous voyez, comment on est tous en lien à un moment donné, appeler un ami, une amie, même quelqu'un qu'on connaît pas très bien, ou dans vos randonnées de dire voilà ce qui me ferait plaisir, voilà ce dont j'aurais besoin. Tiens, en ce moment, je me sens un peu seule le soir, ça me ferait plaisir, ou on pourrait pas dîner ensemble, de faire des propositions. Parce que peut-être qu'on vous imagine comme une femme forte, qui assure, et peut-être qu'on s'imagine que vous avez une vie privée très remplie, étant une femme très active. Peut-être qu'on sait rien de vous intimement. Et c'est pour ça que là, j'ai un peu, c'était le coup de spleen pendant 2 jours, là, parce que les activités se terminent au mois de juin, là. Donc pendant 2 mois, il ne va plus rien y avoir. Alors mes petites camarades, elles sont encore moins disponibles parce que elles sont grand-mères, elles vont garder les petits-enfants, donc je ne vais revoir les gens qu'au mois de septembre. Mais qu'est-ce qui vous empêcherait, Catherine, de sympathiser un peu plus, d'être plus en lien avec l'une d'entre elles, qui est peut-être seule à garder ses petits-enfants, et d'aller lui donner un coup de main pour les garder avec elle? Je propose, j'ai une amie, donc c'était l'année dernière, parce qu'ils ont une petite maison de loisirs, et je lui avais proposé parce qu'elle voulait repeindre ses volets. Oui. Et bon, déjà, moi, quand j'ai repris la maison de mes parents, il faut bien dire que dans mon entourage, absolument personne ne m'a aidé à venir faire des travaux de peinture et des choses comme ça. Oui. Les gens venaient voir où c'en était, personne ne m'a dit « veux-tu un coup de main ?» Et là, j'ai demandé un coup de main, j'ai demandé à ce qu'on m'aide. Et alors, est-ce que vous l'avez obtenu quand vous l'avez demandé? Non. Non, les gens, c'était, aussi si on va t'aider, mais bon, je les attends encore, hein. Et ils n'ont pas compris que j'ai pas pendu la crémaillère, que j'ai pas fait de choses comme ça, parce que j'inviterais qui? Personne ne m'a aidé, ils m'ont laissé me débrouiller toute seule. J'ai acheté une scie sauteuse, j'ai fait des travaux pour lesquels je suis pas je suis pas très bricoleuse, mais je m'en suis sortie. Mais je me dis, c'est quand même fou de voir les gens... Je ne sais pas quelle image je leur donne de quelqu'un d'hyper courageux, tout ce qu'on veut, mais je ne suis pas du tout comme ça. Mais c'est toujours le drame de ceux qui savent tout assumer tout seuls. C'est qu'à un moment donné, ils font pas forcément passer le message qu'ils ont besoin des autres. Et moi, je me suis retrouvée dans une conversation l'autre fois, justement, avec l'amie que j'ai aidée à aller faire de la peinture, où elle avait sa cousine qui est venue, et toute la soirée, sa cousine n'a parlé que d'elle, que de ses problèmes relationnels avec les hommes qu'elle avait autour d'elle.
Je veux dire, jamais elle m'a posé la question en me disant, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Sachant, elle sait que je suis toute seule. Et j'ai passé la soirée, je n'ai écouté, je ne suis pas du tout intervenue. Ouais. Après, j'étais effondrée, j'ai dit, mais c'est pas possible, oui. Elle a passé toute la soirée à parler que d'elle. Alors, ça pose peut-être la question de, voilà, des gens que vous fréquentez, mais aussi dans votre enfance, est-ce que vos besoins, est-ce que vous arriviez à dire vos besoins, vos attentes? Parce que vous voyez, vous êtes dans une attente silencieuse, en attendant finalement que les gens s'occupent de vous, vous posent des questions, et en fait, ils le savent pas. Ouais. Je sais pas, je vois, j'ai ma sœur qui a 7 ans de plus que moi, on habite à un quart d'heure l'une de l'autre. Oui. Elle s'intéresse pas du tout à moi. Et vous allez la voir, qu'est-ce que vous faites avec elle? On ne fait plus rien. J'ai passé deux, bon, elle est mariée, j'ai donc des neveux, mais bon, une qui est au nord de la France et l'autre qui est à l'étranger. Déjà, les neveux entre eux ne s'entendent pas. Le relationnel avec ma sœur a été extrêmement difficile parce qu'on n'a pas du tout les mêmes affinités. Moi, je suis vraiment en empathie avec les gens, que elle, c'est un égoïsme extrêmement poussé. Et j'ai de très, très, très mauvais souvenirs de son comportement au décès de mes parents, parce qu'il est encore resté au travers de la gorge. Je pense que ça va se sentir. Mais je suis partie 2 fois en vacances avec elle. Elle m'a foutu mes vacances en l'air. D'un égoïsme absolu, quoi. Oui, parce que vous êtes très, très ouverte et très en attention vers les autres. Oui, et vous pensez que les autres devraient être comme vous. Quelquefois, dans la façon dont on est dans la vie, on s'imagine que les autres sont comme nous. Donc, si vous êtes quelqu'un de très attentif, très attentionné, qui organise pour les autres, qui fait beaucoup de choses pour les autres, vous pensez que, de fait, comme dans une logique, les gens vont faire comme vous pour vous. Oui, parce que moi, il y a des choses qui me semblent tellement logiques. Mais oui, mais non. Qui ne le sont pas du tout, qui sont tellement naturelles, tellement spontanées. Oui, de ma pour part vous, pour vous. Mais les autres, on est tous très différents. Et que quelquefois, il faut savoir se donner les modes d'emploi, parce que dans le silence, les gens savent pas si on leur dit pas. Oui, mais moi j'ai des fois des copines, quand je les ai au téléphone, mais j'écoute pas, parce que je les ai 1 heure, elles me racontent que leurs problèmes. Oui, parce qu'elles savent qu'elles peuvent. Oui, mais parce qu'elles savent qu'elles peuvent le faire. Vous êtes devenue une personne à qui on peut tout raconter, sur laquelle on peut compter, qui va s'occuper des autres, sans tisser des liens où on va s'occuper de vous. Ouais. Et il y a quelque chose qui est pas juste pour vous là dans ce système relationnel. Du coup, vous attirez à vous des gens qui vont vous confier toute leur misère, on va dire, et puis que vous allez consoler, écouter. Pendant ce temps-là, vous dites non mais c'est pas juste, on pourrait quand même s'occuper un peu de moi. Donc là maintenant, vous voyez Catherine, vous allez penser à comment vous allez vous occuper un peu de vous. Alors quand je dis vous occuper de vous, c'est pas être égoïste ou égocentré, parce que les gens pensent que il faut du coup sortir en soi-même. Non, c'est aller vers l'autre. C'est aller vers l'autre d'une autre façon dont vous le faites. Aujourd'hui, vous êtes un réceptacle de leurs histoires. Et demain, il faudrait aller vers un échange, un partage. Justement, vous me parliez de partage. Je demande que ça. C'est pour ça que j'ai fait. Là, j'ai essayé de m'inscrire mais il faut vous livrer un peu pour partager. Ah c'est pas facile. Moi, si quelqu'un me tend pas la perche, je peux pas y arriver. Ah oui, mais alors, oui, mais vous voyez, c'est pour ça. On revient à votre histoire de solitude. Si quelqu'un me tend pas la perche, j'y arrive pas. Donc je reste toute seule dans mon coin en attendant qu'on vienne me chercher. Parce que je m'autorise pas, parce que je me livre pas, parce que je vais pas y aller. Donc vous êtes très actif, vous voyez, dans ce qui est organisé, mais dans l'intime, dans le fait d'aller dire quelque chose de vous qui est un peu personnel, un peu particulier. C'est ça que vous allez apprendre, Catherine, petit à petit. Ouais. Mais disons que j'ai presque peut-être peur aussi que les gens me tournent le dos en disant toi, tes histoires, on s'en fout, quoi, on s'en moque. Vous avez le sentiment, Catherine, que vos parents s'intéressaient pas tellement à ce que vous viviez, petite fille? Est-ce que la petite fille vivait au fond d'elle? Finalement, comme vous dites, j'ai réclamé un petit frère, vous avez dû réclamer aussi que votre sœur soit plus présente. Vous avez peu été entendue. Mais après, j'ai eu conscience que la vie était difficile pour mes parents et qu'il fallait pas faire de bruit et pas les déranger. Non, puis je crois que maman plus tard a dû m'expliquer que quand même, vu les conditions de vie qu'on avait, c'était pas possible, parce que je sais que je lui ai réclamé
Même, bon, quand maman est décédée en 2009, et je sais qu'on en parlait encore, tu te rappelles quand tu étais petite, mais tu sais bien que la maison, c'était pas possible. J'ai bien sûr, mais bon, c'est pour ça que j'ai une empathie totale avec les chats, je vous dis pas. Des petits êtres absolus, mais que je peux câliner, que je peux dorloter. Ah bah alors à eux, vous pouvez livrer un peu d'intimité, c'est ça, Catherine, voilà. Je leur livre tout. Oui, oui. Il y a peut-être quelque chose, vous voyez, voilà, travailler pour vous. Alors évidemment, vous n'allez pas vous livrer comme ça, mais essayez là, voilà, si vos activités sont pas encore tout à fait terminées là sur juin, voilà, faites des petites incursions et pas des excursions. Et puis essayez de livrer un petit peu de vous et de vous laisser un peu aller. Hein? On vous mettra en ligne avec une auditrice qui laisse son numéro pour vous parce qu'elle se retrouve dans votre histoire et c'est gentil. voilà et elle souhaite partager plein de choses avec vous comme la peinture, dit-elle. Alors voilà, on vous mettra en ligne, c'est un peu la magie de cette émission, c'est génial, Catherine. c'est super. Et puis peut-être voilà, offrez-vous ce moment d'intimité comme vous le faites là ce soir à l'antenne d'Europe 1. Et puis vous voyez, un auditeur qui dit c'est un peu comme les belles filles, on n'ose pas les draguer car on s'imagine qu'elles sont en couple. Je vous laisse avec ça, Catherine. Bon courage à vous. Merci, Sophie, et bel été. Vraiment très gentil. Bel été à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir Fabien. Bonsoir Sophie et bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs d'Europe 1. Oui. Merci de m'accueillir dans votre émission, c'est vraiment très gentil. Voilà, moi je me permets de vous contacter en fait par rapport à, pour avoir en fait un avis, une discussion, un échange par rapport à la relation que je peux avoir avec mon ami, une relation conjugale, parce que je sens que je suis à un moment important et opportun peut-être, donc je sens que c'est le moment un petit peu de prendre une décision. Et je suis un peu dans un moment de doute et de réflexion et j'arrive pas forcément à y voir très clair. Oui. Voilà. Oui, c'est un peu la raison de mon appel. D'accord. C'est une relation qui est pas très, qui est assez récente. Hein. Ça fait 1 an qu'on vit entre guillemets ensemble. Oui. Mais il y a beaucoup de doutes et il y a un manque de complicité, qui est assez flagrant pour moi. Oui. Oui. J'ai l'impression que c'est une relation qui est un peu unilatérale, c'est-à-dire que je fais beaucoup de choses à tout point de vue et j'ai l'impression que ma copine est assez dans l'attente et assez passive en fait par rapport à tout ce qu'on peut faire, ou tous les projets qu'on peut avoir. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe de mon côté. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple, Fabien ? Par rapport là tout simplement les projets de vacances. Moi j'ai appris en fait récemment que je pourrais avoir des vacances. Oui. Et en été, et du coup, c'est vrai que je vous en ai parlé, et là encore, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de répondant, il n'y a pas de... Ouais. Voilà, exactement, tout à fait. Ouais. Et même en général, en fait, par rapport à la communication, moi, c'est vrai que je discute beaucoup, je parle beaucoup par rapport à ce que je peux vivre, ou de tout et de rien, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément dans j'ai pas de répondant ou d'écho, comme vous le dites. Et ça me perturbe énormément parce que... Oui. Voilà. Mais c'est nouveau ou j'ai envie de dire, ça a toujours été comme ça ? Comment c'était au tout début quand vous êtes tombés amoureux, les premiers temps ? Qu'est-ce que vous êtes dit sur elle ? Et en fait, c'était un peu déjà les premiers temps de la relation étaient un peu particuliers dans la mesure où elle a longuement en fait hésité à démarrer en fait la relation. Oui. Et donc ça a bien pris 2-3 mois en fait avant. Moi, je montrais déjà beaucoup de choses, beaucoup de sentiments pour elle, et elle était plus dans l'attente, dans le recul, et puis dans l'attente vraiment avant de s'engager. Donc déjà au début, c'est vrai que c'était assez flou. Et vous, qu'est-ce qui vous attirait ? C'est-à-dire malgré ce que vous me dites. Oui. Et non, son charme. C'est vrai que c'est une fille qui pétille et qui est
qui rayonne et du coup moi j'étais assez jugée par ça. D'accord, donc il y a une passivité, oui, parce que quand vous la décrivez, on n'imagine pas, vous voyez quelqu'un qui rayonne ou qui a de l'énergie ou qui est gai. Oui, c'est vrai qu'il y a c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un contraste. Oui. Parce que c'est une fille qui dégage quelque chose en fait, qui a une aura. Oui. Et en même temps, quand on parle de choses et d'autres, enfin je sais pas sur ce qu'on peut vivre ou sur des sujets sociaux, j'ai l'impression que là c'est vrai qu'il y a un manque peut-être de répondants ou d'expression. Après c'est une façon de et Laura se situerait sur quoi à ce moment-là? Moi je la trouve vraiment très très jolie. Je trouve que c'est une fille qui est très belle. Elle a beaucoup de charme, Voilà, exactement. Mais et puis dynamique en fait, elle est dynamique. Elle fait beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Elle fait beaucoup de choses. Ah oui, elle est moins dans la parole alors que vous, Fabien. Oui, c'est-à-dire que vous êtes deux personnalités différentes. Vous avez peut-être besoin de beaucoup d'échanger, et elle a peut-être moins de mots, moins d'accès, vous voyez, au fait de mettre en mots ce qu'elle vit, mais elle agit. Exactement. Oui. Enfin, elle agit. Oui et non, parce que quand je dis dynamique, c'est plus sur des choses. Elle est assez sportive et elle fait beaucoup d'activités, aussi bien professionnelles que sportives, oui. Mais après, au niveau de l'action au sein de notre couple, ça se ressent moins. Enfin, sur plusieurs points, en fait, je sens qu'il y a vraiment une hésitation et un non-engagement en fait de sa part, alors que moi je suis plutôt, j'ai l'impression de faire 2 pas, alors qu'elle en fait un en arrière. C'est-à-dire vous partagez peu d'activités ensemble? Oui, alors assez peu. En fait, c'est vrai qu'on a des boulots. Enfin, on travaille. C'est vrai qu'elle finit tard le soir et on a peu de moments pour se voir. Et c'est vrai que c'est des moments un peu de fatigue. Donc c'est vrai que. Et puis. Et le week-end ou les vacances, oui. Alors le week-end un petit peu. Alors c'est vrai elle a sa famille. En fait, elle est très proche de sa famille, aussi bien géographiquement que physiquement. Du coup, c'est vrai que les week-ends, je dirais qu'un week-end sur 2, elle est dans sa famille. Et là encore, en fait, il y a une espèce pas de rejet, mais il y a encore Elle vous emmène pas avec vous? Non, pas du tout. Ah oui. Ça fait 1 an. Oui, donc c'est assez violent. Et vous avez vous avez 30 ans, c'est ça, tous les deux? C'est ça. Oui, on a le même âge. Ouais. Elle vous intègre pas, en fait, ce que j'entends. Oui, plus que l'aspect passif, vous voyez, ou dynamique, c'est qu'en fait, vous me décrivez quelqu'un qui a sa vie, et vous êtes en périphérie de sa vie. Totalement, voilà. Ouais. Totalement, ouais. Et est-ce que vous en avez parlé avec elle, de ce que vous ressentez? Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Oui, parce que là, je sens que moi, ça commence un peu à déborder de mon côté, et il y a une certaine fatigue qui s'installe. Voire une frustration. Voilà, oui, exactement. Et j'étais très patient jusqu'à présent, et puis là, c'est vrai que je commence sur les dernières semaines, voire les derniers mois, je commence un peu à saturer. Donc voilà, et puis là dans la semaine c'est pareil, j'ai un peu claqué la porte en lui refaisant un petit peu le résumé de tout ça, en disant j'étais vraiment très très fatigué de cette relation, non-relation entre guillemets. Et comment elle accueille ça? Quelle était sa réaction? Alors elle a entendu une fois de plus, et puis après elle a été un peu, je dirais, médusée entre guillemets, atterrée par stupéfiée, je dirais, par ma réaction, parce que je suis un peu parti. Je suis parti en fait rapidement. Je suis parti rapidement de chez elle. Et puis elle a pas forcément réalisé en fait. Puis après, c'est vrai qu'elle m'a recontacté. Puis après, elle m'a envoyé un mail assez long pour expliquer un petit peu tout ce qu'elle pouvait ressentir pour moi, et puis pourquoi elle était comme ça. Et voilà, c'est vrai qu'elle s'expliquait un peu plus. Donc ça m'a fait plaisir. Et est-ce que ça vous a éclairé? Qu'est-ce qu'elle dit dans ce mail? Elle dit que c'est une façon elle a toujours eu un peu cette façon de faire entre guillemets, d'avoir beaucoup de difficultés en fait à exprimer les choses. Oui. Mais qu'elle les ressentait quand même. Oui. Parce qu'elle ressentait beaucoup de choses pour moi. Après, effectivement, elle reconnaît aussi ce gros questionnement par rapport à notre relation et cet engagement surtout. Parce qu'elle veut s'engager, elle veut faire quelque chose de construire quelque chose de sérieux, et voilà. C'est vraiment la peur de l'engagement, mais bon, je lui ai expliqué plusieurs fois. On a eu plusieurs fois cette réflexion, et
Donc, et moi, je lui ai expliqué que c'était pas en ayant peur et en ne s'engageant pas que ça allait arranger les choses. Ah oui, mais alors dire à quelqu'un qui a peur qu'il faut pas qu'il ait peur, vous savez, c'est comme un enfant qui pleure, on va lui dire ne pleure pas. C'est pas possible. C'est sûr, ça va pas marcher, Fabien. Par contre, ce qui est intéressant, et ce que j'entends dans ce qu'elle vous dit, c'est que elle vous livre un peu son mode d'emploi. Elle vous dit aussi en deux que ce serait bien si vous pouviez peut-être l'aider là-dedans parce que vous avez l'air on va dire plus compétent entre guillemets qu'elle et que ça l'attire et que ça l'attache. Dans l'amour, il y a des complémentarités et elle identifie chez vous peut-être quelque chose qu'elle n'a pas et qui peut l'aider à aller vers ce qui l'attire. De fait, elle confirme. Enfin, ce que je comprends, vous m'arrêtez si je me trompe, elle confirme ses sentiments pour vous. Oui, c'est vrai. Et son envie de construire quelque chose. C'est vrai. Alors, en fait, c'est intéressant parce que vous m'avez dit au tout début, elle attend beaucoup. Et moi, j'ai envie de vous dire, vous attendez beaucoup, Fabien. Oui, c'est vrai. C'est comme si, en fait, vous étiez... Et que là, elle est en train de vous dire, je suis un peu démunie. Vous voyez, elle vous fait un long mail. Elle est bienveillante. Elle n'est pas en train de mal prendre les choses. Enfin, j'ai l'impression, encore une fois, je suis prudente, parce qu'on parle, à distance. Mais elle est en train de vous demander, c'est presque une demande, aide-moi, parce que j'aimerais bien que les choses se passent bien. Et tu vois, comme j'y arrive pas, parce que j'ai des peurs, parce que je suis maladroite, parce que j'ai peut-être beaucoup de choses à apprendre. Et là, si vous ne faites pas un pas vers ça, ça va être compliqué. Oui. C'est-à-dire que si chacun attend quelque chose de l'autre, voyez, et que ces attentes sont des attentes complémentaires, on peut attendre chacun très longtemps dans son coin. Oui, c'est vrai. Donc c'est celui qui, à un moment donné, comprend l'attente et le besoin de l'autre, si toutefois vous arrivez un peu à comprendre ce dont elle a besoin, parce qu'au moment où vous allez commencer à lui donner ou à l'aider dans son besoin, elle va entendre le vôtre et elle va pouvoir. C'est celui qui tout d'un coup a un accès. Et puis un jour, ce sera elle. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le même sens. C'est vrai, d'accord. Après, maintenant, il y a évidemment l'amour qui est important. Il y a les sentiments. Il y a est-ce qu'on tient à la personne parce que oui, ça demande des efforts. Donc est-ce qu'on a envie de les faire ces efforts-là? Ça pose d'autres questions après. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, j'étais un peu dans toutes ces réflexions-là et je me demande si ce message, en fait, ce mode d'emploi vient pas un peu trop tard parce que... Vous avez l'impression que vous tenez plus tant que ça, elle? Enfin, je le dis un peu brutalement. J'ai l'impression que les derniers mois ont été assez difficiles pour moi et c'est vrai qu'il y a un peu, vraiment une lassitude, entre guillemets, qui s'est... parce que je tenais un peu le même discours, et c'est vrai que j'avais envie de construire véritablement et là je vois c'est ça qui symbolise un peu la relation, c'est qu'on a en un an de temps, pourtant un an c'est quand même quelque chose et du coup j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément construit plus que ça. Oui, vous êtes un peu déçu. Oui. Et vous avez perdu un peu d'espoir aussi. Un peu, exactement. Oui. Exactement. En fait, vous y croyez plus à sa capacité de changer. Oui, voilà, c'est tout à fait ça, oui. Oui, c'est-à-dire que le mail, vous le recevez, mais vous dites trop tard, quoi. Enfin, alors, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, et oui, il y a un peu de ça, oui. Ouais. Et est-ce elle vous fait la demande d'être un peu patient ou de lui laisser une chance? Est-ce que c'est ça son message? Oui. Oui, elle sent donc que vous êtes en recul entre elles, là, tout d'un coup. Oui, exactement, oui. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, Fabien? De quoi vous auriez besoin pour retrouver à la fois de l'espoir et de l'envie que ça se passe bien? C'est pas évident parce que je sais que c'est oui, c'est vrai qu'il y a certaines caractéristiques. Moi, je sais que j'aime bien justement ce répondant et cette répartie, cet échange un peu, un peu qui permet vraiment de construire, de bâtir et qui est des choses qui s'animent. En fait, j'ai l'impression que même les quelques fois où on est parti en week-end, c'était un peu moi qui était qui avait bâti Donc en fait, vous me dites que vous vous ennuyez un peu avec elle. Il y a peut-être ça, oui. Alors ennuyé,
Oui et non, parce qu'on fait toujours des petites activités, hein, que ce soit... Oui, mais ennui, enfin, quand on dit on s'ennuie, vous savez, quand on communique pas, qu'on n'est pas en complicité, que voilà, qu'on passe pas, on voit pas passer le temps quand c'est sympa. Hein. Dans le sens, oui, c'est vrai, il y a un peu... Oui, alors il y a un peu... Il y a un peu ça ressemble à des histoires que vous avez vécues précédemment ou pas? Non, pas forcément. Non, pas forcément. D'accord. C'est pour ça que c'est d'autant plus perturbant. Oui, d'accord. Oui, je vous pose cette question pour savoir si il y a quelque chose qui est à vous. Vous voyez, si vous répétez quelque chose ou pas du tout. Ah oui. Voilà, c'est pour ça que je vous pose cette question. Non, c'est vrai que mes précédentes copines, en fait, étaient plus dans on était plus dans le dialogue et dans voilà. Même si c'était différent là encore, mais oui, il y avait quand même une répartie et une voilà. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est moi, pour être bien dans une relation, j'ai besoin qu'il y ait un dialogue. Oui, complètement, oui. Oui. Alors, vous voyez, ça aussi, c'est apprendre à se connaître. C'est à un moment donné de dire qu'est-ce qui est important pour moi dans une relation. Vous savez, comme une espèce d'échelle de valeurs. Oui. Alors c'est pas souvent je dis on choisit pas quelqu'un comme un produit au supermarché mais c'est plus une histoire d'échelle de valeurs dans ses besoins, ce qui évite de se heurter à l'autre. C'est vrai. Si vous dites moi ce qui est le plus important, on va dire, c'est de pouvoir bavarder jusqu'à pas d'heure avec la femme que j'aime, ou de refaire le monde, ou de papoter, de prendre un verre, j'en sais rien. Voilà, si c'est ça qui compte, on va dire, le plus par rapport au fait de faire du sport ensemble ou aller visiter un château ou une expo, du coup, ça veut dire que dans vos choix ou dans vos attirances, ça doit être le point le plus important aussi. Oui, c'est vrai. À moins que, si vous avez le sentiment qu'elle a cette capacité de s'ouvrir et de changer, si c'est son désir, je ne sais pas si c'est ça qu'elle a exprimé. Est-ce qu'elle souhaite aller vers ça, vers ce que vous lui demandez? Oui, je pense qu'elle l'a entendu quand même. Hein. Je pense que voilà, ça fait 2-3 fois où je montre quand même une grande lassitude et fatigue en fait par rapport à un discours que je peux tenir. Mais du coup, je pense qu'elle, elle le comprend. Après, il faut qu'elle intègre et qu'elle, je demande pas de changer. Oui, alors il y a toujours une question dans les attentes, c'est que quand on attend beaucoup, qu'est-ce qu'on donne aussi? Oui. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous lui donnez vous. Ok, vous attendez quelque chose, mais qu'est-ce que vous lui donnez? Oui, c'est vrai. Parce que c'est à deux. C'est un échange. Oui, c'est sûr. Et qu'elle attend et qu'elle a l'air, je sais pas, dans ce long mail de cette livrée, il y a Yvon qui demande, est-ce qu'elle a peur d'être abandonnée, vous pensez? Abandonnée par vous? Je pense qu'il y a une certaine... Et d'une façon générale, peut-être? Oui, alors non, parce qu'elle a quand même... je sais pas, je prends le terme abandonné dans le sens... non, elle a quand même un tissu social assez... elle est très famille, donc elle a une famille qui est importante et qu'elle voit très très régulièrement. Oui, et son réseau d'amis? Après, abandonnée par moi, je pense que oui, il y a une certaine peur, parce que on a vécu quand même des moments forts, donc je pense qu'elle a encore envie de prolonger ses... Est-ce que vous savez pourquoi elle tient à vous? Qu'est-ce qui est important chez vous et qui l'attache à vous? Est-ce que vous savez ce qu'elle apprécie? Ah, on va vous perdre là, non? Vous êtes là, Fabien? Ah, j'ai l'impression qu'on va vous perdre. Ou alors il y a une histoire de portable. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, j'avais peur. Désolé, je m'excuse. Je ne sais pas si vous avez entendu la réponse à la question de l'auditeur. Oui, je me demandais, Fabien, si vous savez pourquoi elle est attachée à vous. Je ne sais pas ce qui se passe avec votre téléphone, Fabien, non? Oui, la radio est allumée à côté de vous? Non, d'accord. C'est un très vieux téléphone. Voilà, oui. Ok. C'est un très vieux téléphone. Oui, je suis amateur de brocante et du coup... Ah, c'est génial. Ah, voilà. C'est-à-dire quoi? Dites-moi, c'est un truc en bakélite, là? C'est un truc... Non, mais il est assez ancien, je pense qu'il est des années... où on faisait avec le doigt? Non, pas celui-là. On fait aussi avec le doigt, mais c'est pas... Où on tourne? Voilà. Non, d'accord. C'est des touches? Oui, c'est des touches quand même. D'accord. Voilà. Donc c'est pas si vieux que ça. D'accord. J'essaie d'imaginer l'objet, vous voyez. Oui, je vous en faire une photo. Oui. Avec mon Polaroid. Voilà, génial, j'adore un Pola. Trop bien. Non, pour revenir à votre question, oui. Qu'est-ce qu'elle apprécie chez moi?
Oui, c'est toujours difficile de faire l'introspection et de se poser les bonnes questions. Mais c'est important. C'est important parce que comme ça, chacun sait. Vous voyez, qu'est-ce qui est important pour l'autre. Bien sûr. Non, je sais pas. On a quand même alors peut-être que je suis trop exigeant là encore. Hein, c'est pas la question que vous posiez tout à l'heure par rapport à mes attentes et à la place que je peux lui laisser. C'est vrai que peut-être que j'ai une certaine, oui, c'est vrai, peut-être un peu trop exigeant. Mais moi, je sens qu'il y a une complicité. J'aimerais qu'il y ait une complicité qui soit vraiment plus marquée et plus évidente, en fait. C'est surtout ça. J'ai l'impression que je dois toujours aller un peu la chercher, un peu vers elle. Voilà. Et peut-être que c'est aussi ce que je lui dis. Hein. J'ai aussi ma part de responsabilité dans le couple, forcément, mais dans ces moments qui sont un peu difficiles. Mais en fait, vous aimeriez qu'elle se livre plus. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et elle, fait, a besoin de se sentir très en confiance. Bon, elle est plus lente, vous voyez, sur ce tempo-là, par rapport à vous. Ouais. Hein, on n'est pas sur les mêmes rythmes. Et l'amour demande beaucoup, beaucoup de patience, quelquefois. C'est vrai. Donc après, voilà, vous voyez, c'est tout ce questionnement qu'il faut que vous voyez en vous, c'est de quelle façon vous tenez à elle, qu'est-ce qui est important, si vous vous laissez un peu de temps, si vous estimez que voilà, c'est vraiment important pour vous de laisser une chance à cette relation, parce que vous voyez, c'est parce que ça et ça chez elle ou dans cette relation, j'y tiens. On n'a jamais tout de parfait, hein. Non, donc après, c'est des cotes, souvent je dis mal taillées, mais taillées suffisamment bien pour qu'on tienne à cette relation pour des raisons qui nous sont chères et très très intimes. D'accord. Okay. J'espère que j'ai un peu éclairé votre lanterne, Fabien, ce soir. Oui. Bon, c'est un peu plus clair pour vous. D'accord, formidable. Merci beaucoup. Bonne chance à vous, Fabien. Merci, Sophie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et puis Fabien, un petit SMS amusant pour vous, si vous nous écoutez toujours, de la part de Pascal Mam qui dit « Nous avons un téléphone qui date où le cadran tourne avec le doigt. Dites à Fabien, dans un couple, il y a toujours un moteur. » Voilà Fabien, je vous laisse savourer le message. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Oui, bienvenue à Libre Antenne. Merci de prendre mon appel. Voilà, je vous appelle. J'ai envoyé un mail ce soir. J'ai expliqué dans le mail que voilà, je suis dans une situation un peu singulière et un peu questionnante pour moi. Voilà, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Alors ma fille m'a annoncé il y a quelques années, il y a 2-3 ans, qu'elle avait des relations avec une fille. C'était pas sa première amoureuse, qu'elle en avait déjà eu avant. Elle a actuellement une relation avec une jeune fille, donc. Elle a quel âge, votre fille ? Elle a 25 ans. Oui. Voilà, donc je me suis doutée qu'elle avait des relations avec certaines de ses amies depuis qu'elle avait 18 ans, à peu près. Oui. Mais à l'époque, quand je lui avais tendu la perche, parce que je pensais que c'était compliqué pour elle de le dire, elle m'avait envoyé premier, clairement. Elle m'avait envoyé en me disant en disant ça va pas, n'importe quoi, pas du tout, etc. Et puis plus tard, elle a dit oui, effectivement, voilà, j'ai une relation avec cette fille, voilà. Ce qui ne pose pas de problème, ce qui ne m'a pas posé de problème. Enfin, vous voyez, j'ai pas eu. Et je lui ai dit, c'est bien qu'on puisse en parler, enfin, qu'il puisse le dire. Voilà. Voilà, donc, et puis j'ai un fils qui a 22 ans et qui vient de m'annoncer qu'il avait une relation avec un garçon. Oui. J'aime bien vous entendre rire. Oui. Parce que autant pour ma fille, c'est pas que ça m'a étonnée parce que j'ai vu les choses venir petit à petit. Oui, vous le sentiez. Alors, je peux dire. Est-ce qu'elle n'avait pas eu de petit copain garçon ou vous le sentiez ? Vous sentiez en fait un seul. Seul. Enfin, un seul dont j'ai eu connaissance parce que. Oui. En fait, Vous l'avez senti comment d'ailleurs Parce que je l'ai vu avec cette amie. Je sais pas, je l'ai perçu dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter.
Ouais. Je me suis dit, il y a plus que de l'amitié. Enfin, voilà. J'ai rien vu, j'ai pas vu de geste, j'ai pas vu de bisous, de baisers, de choses comme ça, mais j'ai senti les choses. Ouais, sa façon de parler de ses amies aux filles, peut-être aussi. Et puis la place que ça prenait. Voilà. La place que prenaient ses amitiés. Voilà, c'est ça. Bon. Et mon fils, je me suis toujours posé la question pour lui. Depuis longtemps. Je me suis toujours demandé si mon fils n'aurait pas un jour plutôt des relations avec des garçons. Oui. Parce que c'est un garçon qui était très ami avec des filles, pas du tout avec des garçons. Il avait beaucoup de difficultés avec les garçons petits, plus jeunes. Il était très ami des filles, il était entouré de copines, il était très doux, très sensible, très délicat. Voilà, je me disais, pas efféminé, mais sensible, voilà, posé, voilà, pas comme les autres garçons de son âge, pas du tout, voilà. Et je me suis toujours posé cette question pour lui, mais comme ça, pas en inquiétant, en me disant, ouais, peut-être. Et là, il vient de m'annoncer qu'il avait une relation avec un garçon. Et qu'il était très amoureux et que c'était pas la première fois qu'il avait des relations avec des garçons et que c'était comme ça et puis que voilà quoi. Il annonçait très simplement lui, ça a été très direct. Voilà, allô maman. Et alors comment vous l'avez vécu, Françoise? Alors moi quand mon fils me l'a annoncé, c'est comme si je m'étais dit, je me suis dit bon c'est simple. C'est très naturel. Puis il m'a dit, voilà, c'est comme ça. Enfin, vous voyez, il l'a annoncé d'une manière tellement directe et tellement simple que je me suis dit, c'est comme ça, puis c'est bien, je suis très heureuse qu'il soit amoureux. Enfin, voilà, donc, je me suis juste après dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi d'où ça, enfin, je me suis un peu questionnée. Est-ce que ma manière de les avoir élevés ou leur histoire libre, enfin, parce qu'en même temps, sur ces questions, moi, je suis très libre. J'ai pas de. Parce que quand j'en parle avec mes amis, j'entends toujours dire, quand on parle des autres. Quand on parle des autres personnes qui peuvent avoir des enfants homosexuels, on dit mais c'est banal, c'est normal, enfin ça pose pas de problème. Mais quand c'est ses propres enfants, c'est marrant. A priori, c'est moins simple. Oui, c'est moins simple. Ouais. Voilà. Mais moi, je le dis pas comme quelque chose de compliqué. De mon point de vue, ça n'est pas compliqué. J'aime mes enfants, je suis très heureuse qu'ils soient heureux, et ça ne me pose pas de problème d'accueillir chez moi leurs amoureux. Mais ça vous pose question ça me questionne. En tant que mère. Ça vous questionne en tant que mère. Maman. En gros, je me suis dit, le soir en raccrochant le téléphone, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé, quoi? Ou qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que j'ai induit? Ou qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Voilà. Ouais. En même temps, quand vous dites qu'est-ce que j'ai loupé, il y a bien quelque chose qui est délicat pour vous quand même. Oui, parce que. J'ai envie de dire oui. Oui, parce que bon. Et pourquoi pas, Françoise? Non, mais bien sûr, voilà. Oui, comme une éventualité, comme quelque chose que je pourrais assumer en plus, voilà. Oui, non, mais pourquoi pas? Quand je disais pourquoi pas, ça peut être délicat, vous voyez? Oui, ça peut être délicat. Parce que finalement, quand je sais pas, enfin mes amis, mes collègues me questionnent, alors tes enfants, comment ça va? Alors je réponds tout va bien, voilà, professionnellement. Ce serait le regard des autres. Le regard des autres, il est, enfin, c'est-à-dire qu'il n'est pas compliqué dans l'absolu. Enfin, mais précisément. Il n'est pas compliqué dans l'absolu parce qu'en fait, je m'en fous de ce qu'ils pensent. C'est pas le problème. Ça ne me dérange pas. Mais il est compliqué dans ce que ça induit comme évidence que vos enfants sont forcément, quand ils sont une fille avec un garçon et un garçon avec une fille. D'accord. Vous savez ce qu'on va faire, Françoise? On se retrouve juste après le journal, parce que là, on va avoir le journal à minuit, mais vous quittez pas et je vous retrouve juste après, d'accord? À tout de suite. À tout de suite.
Bonsoir et c'est reparti pour 1 heure dans la libre antenne, 1 heure de direct avec vous pour parler de vos difficultés, de vos peines, de vos joies aussi. Jeanne est là pour vous répondre au 39 21. Et c'est Charles qui réalise cette émission. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant le 39 21. Et puis vous pouvez bien entendu réagir par SMS à ce que vous entendez à l'antenne en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et puis avant de retrouver Françoise qui était avec nous juste avant le journal de minuit, j'avais envie de partager avec vous un SMS de Doudou, voilà, à l'intention de Fabien qui est avec nous tout à l'heure à l'antenne et qui nous dit, je dirais plutôt qu'un couple c'est un bimoteur. Alors, moi j'aime bien la métaphore aérienne. Alors oui, un bimoteur, un général et un auxiliaire, exactement, un seul moteur en cas de panne, c'est la cata, voilà. Je trouvais ça très amusant pour traverser l'Atlantique, voire plus. Vous êtes là, Françoise ? Oui. Oui. Alors Françoise, on échangeait avec vous juste avant le journal à propos de vos enfants, dont vous avez découvert d'abord l'homosexualité de votre fille, puis très récemment celle de votre fils, et vous vous interrogiez sur à la fois votre éducation, leur histoire, voilà, quel sujet ça fait dans votre couple, dans votre famille. Et alors juste avant le journal, on échangeait ensemble, vous me parliez du regard des autres. De quelque chose d'assez implicite. C'est vrai que d'assez implicite dans les remarques que font les gens qui connaissent pas forcément la... Et il vous dérange ce regard-là, Françoise ? Il vous questionne, il vous agace un peu. Enfin, il m'agace dans la mesure où il me contraint il m'oblige un peu, parce que si je veux être honnête, il vous oblige, il vous contraint à quoi ? Oui. Et puis par respect pour ce que vivent mes enfants, c'est-à-dire que il m'obligerait à dire par exemple, quand on me dit alors comment ça va, ça va très bien. Vous savez, des fois les gens disent alors il est avec quelqu'un, il va se marier, elle va se marier. Non, tu vas être grand-mère. Non, a priori pas vraiment, c'est pas prévu. Il y a Sergio qui plaisante en envoyant un SMS en disant c'est pas demain la veille que vous serez grand-mère. Comme je vois que vous plaisantez, je vous le lis. Ce qui ne me dérange pas du tout. A priori, c'est pas du tout la question, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que, je trouve que à l'heure où je pense que les choses se libèrent beaucoup, mais quand même, je trouve que dans les relations que j'ai avec des gens très ouverts, pas forcément des gens qui jugent, pas du tout, mais finalement, je suis embarrassée. C'est ça, je suis très embarrassée. Oui, ça pose une question. Oui, dites-moi. Oui, parce que à la fois j'ai envie d'être fidèle à ce qu'ils vivent. J'ai envie de dire, de ils sont respecter. heureux, parce que ça me fait vraiment plaisir qu'ils soient heureux, vous voyez. Donc j'ai envie de le dire très simplement, parce que je le vis très simplement. Et en même temps, je me dis, ça me casse les pieds d'avoir à dire non, mais en fait. Comme s'il fallait le justifier, en fait. Voilà, comme s'il fallait le justifier. Justifier une différence. Voilà. On n'est pas dans la normalité entre guillemets. C'est pas dans la normalité. Voilà. Et en même temps, je trouve pas ça anormal. Enfin, oui, voyez, voilà, exactement. C'est le paradoxe. C'est le paradoxal, parce que je trouve pas ça anormal et en même temps, ça m'embarrasse, et ça me casse les pieds de pas le dire, parce que j'ai l'impression que c'est pas comme le mot trahison est un mot trop fort, mais c'est comme si je respectais pas ce qu'ils vivent. Vous voyez, c'est comme si je montais un peu par voilà. Donc ça m'ennuie de ne pas le dire. Et en même temps, le dire, ça m'ennuie, parce qu'à chaque fois, les gens me regardent, les quelques personnes... Oui, genre ma pauvre, quoi. Voilà, ma pauvre chérie. Comme ça doit être compliqué. Et je m'aperçois, depuis quelques semaines, que j'ai envie de le dire, et qu'en même temps, je commence par l'un ou par l'autre, mais j'arrive pas à dire pour les deux.
voyez. Ah oui, ouais. C'est-à-dire que quand on me parle de l'un, je dis oh là là, il est super heureux, voilà. Et puis il a rencontré quelqu'un. Oui, oui, il est voilà, c'est bien, il a rencontré quelqu'un. Et alors elle c'est qui? Enfin, c'est une fille, machin. Et je dis bah non. Et je le dis et quand on parle de ma fille, je le dis pas du coup. Vous voyez, à la même personne, je dis pas les deux choses. Il y a qu'à une ou deux amies très chères à qui j'ai pu le dire, mais sinon. C'est d'ailleurs pour ça que vous appeliez ce soir, pour dire que ce qui me pose question, c'est les deux. Comment réagit le papa? Vous êtes toujours en couple avec le papa? Oui, on est en couple, mais ça se passe pas très bien entre nous. Mais pour sa fille, il a très très mal pris, il a très mal réagi, en considérant qu'elle était influencée par le milieu dans lequel elle était, enfin c'est pas possible quoi. En gros, c'est pas elle. Enfin voilà, ça lui ressemble pas. Et pour son fils, là, il accuse le coup, mais vraiment beaucoup quoi. C'est très dur et ça pour crée sa une fille, tension entre vous deux. Oui. Ah bah oui, parce que moi je ne cesse de répéter que voilà, je suis heureuse de les voir heureux, accomplis dans leur vie, libres. Enfin voilà, ça me fait tellement de plaisir pour, voyez, de savoir que d'abord ils peuvent le dire aujourd'hui, elle peut le dire et lui aussi, et ça me réjouit qu'ils puissent le dire parce que je sais combien ça peut être compliqué. Et comment vous en parlez-vous avec votre époux du coup, puisque ça crée une tension? Est-ce que, voyez, vous avez un sentiment que y a une explication dans le couple qui tendrait à dire c'est à cause de toi ou c'est à cause de toi C'est ça qui se passe. J'ai l'impression que ce que j'entends, c'est que c'est à cause de moi. Ouais. Et j'entends ça aussi, que c'est ça qui vous questionne, Françoise. Ah oui, ça me questionne beaucoup. Parce que en plus, pour moi, c'est pas à cause d'eux. Ça serait presque heureusement que c'est possible si c'est comme ça. Enfin, voyez, si c'est parce que on dit c'est un choix, mais c'est pas un choix. Je pense que c'est pas un choix. C'est une attirance. C'est une préférence. Voilà. Il y a André qui dit tous les parents se posent la question de l'orientation sexuelle de leurs enfants. Françoise a réagi d'une manière formidable et surtout exemplaire. Et puis un autre témoignage qui dit non, vous n'avez rien loupé dans l'éducation de vos enfants, ce sont peut-être vos amis qui ne vous loupent pas par leurs remarques, leurs regards. Sachez que vous êtes une maman très ouverte et je vous souhaite beaucoup de bonheur pour vous et avec vos enfants. Mais vous voyez, Françoise, en fait, vous savez, au moment de l'adolescence, au moment où le complexe d'Oedipe se réveille, on va dire, il y a cette orientation où on choisit le même ou l'autre. C'est-à-dire que vos enfants ont choisi un même. N'ont pas choisi la différence, ils ont choisi un même objet de désir qu'eux. Alors après, bien sûr, ça interroge beaucoup de choses. Est-ce que la différence est compliquée? Est-ce qu'elle fait peur? Est-ce qu'ils se sentent plus en protection avec le même? Après, ça pose effectivement des questions peut-être dans leur histoire, mais comme vous dites, il y a une attirance, une préférence qui se marque tout d'un coup, justement pour un même objet que soi. Oui, et c'est pas que ça me questionne, mais à la fois ça me rassure parce que je me dis qu'ils peuvent le faire et que c'est heureux qu'ils puissent le faire et le vivre parce que c'est leur désir et que ça me paraît important. Et en même temps, dans les discussions que les embryons de discussion que j'ai pu avoir avec leur père, je ressens, du coup, ça fait descendre un peu ce sentiment de presque pas de satisfaction, mais en tout cas de réassurance que je peux éprouver en me disant, parce que lui, en fait, ce qu'il me dit, c'est pas normal, quoi. Un, c'est pas normal, mais deux, c'est pire, quoi. C'est pire que pas normal. Et j'ai beau lui dire, mais en fait, ça n'est pas chromosomique, ça n'est pas. Vous voyez, c'est pas. C'est parce que il questionne en fait ce que j'ai
parce que j'ai passé beaucoup de temps avec eux quand ils étaient petits, quand ils ont grandi. Le père n'était pas très présent, donc je les ai beaucoup accompagnés. J'ai pas compté mon temps avec eux. J'ai fait beaucoup de choses avec eux, et du coup, maintenant j'ai l'impression, enfin autant ça pouvait être porté à mon crédit comme une mère qui s'était beaucoup occupée de ses enfants, autant j'ai l'impression maintenant c'est le retour de manivelle, c'est finalement tu es responsable puisque tu t'en es beaucoup occupé. D'ailleurs, pour la première fois il y a quelques jours, il m'a dit, alors que souvent je le questionnais sur la place qu'il avait occupée dans l'éducation de nos enfants, même s'il n'avait pas été empêchant, il n'avait pas été très présent. Il m'avait laissé faire en me disant c'est bien, etc. Mais il n'avait pas été très présent. Et pour la première fois, il y a quelques jours, il m'a dit, mais moi en fait, je ne me suis pas occupée d'eux. Comme s'il cherchait à se dédouaner. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, le problème, il n'est pas des parents vers les enfants, mais entre vous deux. Comme si chacun, vous culpabilisez de vous dire, si ça se trouve, moi qui me croyais une mère très présente, peut-être je l'étais trop. Lui vous renvoie ça. Il y a ce père manquant, cette mère trop présente. Enfin, comme si vous cherchiez absolument à chercher à qui la faute. Un peu, c'est ça. Comme s'il y avait une culpabilité de votre part. Oui, parce que finalement, les choses, alors les enfants sont libres de le dire, et ils ont entendu que, en tout cas, c'est la première question qu'a posée ma fille, est-ce que tu m'aimes toujours autant? C'est la grande angoisse. La grande angoisse, je lui dis, mais enfin ma chérie, bien évidemment, ça ne change rien. Mon fils n'a pas posé la question parce qu'il avait entendu sa sœur la poser, et il avait vu, donc je crois que lui, il était réassuré là-dessus, et donc il a dit les choses simplement, directement, sans se poser la question de est-ce que tu m'aimes encore? Il l'a pas posée, il le savait, donc il n'a pas eu besoin de la poser. Mais finalement, les choses restent, c'est ce que je disais à une amie hier, les choses restent bloquées au niveau de nous, de leurs parents. Oui, c'est ça. Parce que nos enfants ne le disent pas à leurs grands-parents, qui vivent toujours. Et ils ne souhaitent pas le dire. Ils ont peur de les choquer? Oui, voilà. Ils ont peur de choquer. Alors, ils m'ont dit tous les deux, voilà, c'est comme ça. Comme si c'était un respect de génération, enfin. Oui, mais c'est ça, c'est un respect de génération. Ils veulent pas choquer les grands-parents âgés qui pourraient, parce que les grands-parents âgés qui les savent en couple tous les grands-parents pensent qu'ils sont tous les deux en couple avec donc un garçon et une fille, mais enfin de l'autre côté, quoi. Donc là-dessus, il y a un espèce de motus, on dit rien. Nous, on dit rien non plus. Enfin, en fait, quand on en parle, alors il y a un tabou, mais en fait, il y a un tabou familial. Il n'y a pas de tabou avec les amis, mais il y a un tabou dans le couple. Voilà. Et puis au-dessus. Et du coup, c'est lourd pour moi, personnellement, c'est lourd, mais j'ai pas du tout envie de trahir leur secret, pas du tout. Non, c'est une histoire à travailler avec votre mari. Voilà. Oui. Mais voilà, ça reste compliqué parce que j'ai l'impression que ça nous alourdit, là. Bien sûr. Mais oui, parce que ça crée une tension, puisque chacun essaye comme s'il y avait un pourquoi à trouver. Mais dans la liberté et dans la liberté que vous proposez à vos enfants et d'ailleurs que vous actez, c'est comme si vous vous emprisonnez à contrario. Il y a quelque chose de pas. Vous voyez, il y a un paradoxe, il y a une tension, il y a quelque chose d'assumé d'un côté et de non assumé de l'autre dans le couple. Alors, Françoise, on va prendre tout de suite Alexandre qui est là en ligne avec nous et qui voulait témoigner. Vous êtes là, Alexandre ? Oui, je suis là, j'attendais patiemment. Bonsoir Alexandre, vous êtes formidable. Je me dis Alexandre, je sais qu'il attend. Oui, j'écoute très régulièrement Europe 1 dans la journée. Des fois, c'est vrai, je bascule sur le soir si le sujet est intéressant. Et là, je l'ai trouvé très intéressant. Moi, j'ai 22 ans, Françoise, et je suis gay. J'habite à Avignon et mes parents le savent depuis très longtemps. Les amis de mes parents également. Et mon grand-père aussi. Alors, je vous entendais réagir sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'aurais voulu vous apporter certains éclaircissements et surtout des questions, je pense, que vous vous posez inutilement et qui vous polluent beaucoup peut-être Dites-nous alors, Alexandre. En fait, concrètement, être gay, c'est
quelque part je pense une orientation sexuelle que l'on a, je veux dire, innée. Certains se découvrent plus tard, d'autres le savent dès le début de la sexualité, dès le début de l'adolescence. Ce fut le cas pour moi. Oui. Mais voilà, il n'y a pas je pense, de culpabilité parentale à avoir. Moi, j'ai eu des parents qui ont été très proches, autant l'un que l'autre. Ils sont toujours mariés, ils sont toujours ensemble. Et j'ai vu autant mon père, votre père. Oui, d'accord. Autant votre père que votre mère. C'est ça. Et moi, j'ai vu mon père culpabiliser et même acheter un bouquin écrit par un psy abominable. Ce bouquin racontait vraiment mais n'importe quoi. Et je lui dis, mais arrête de lire ça c'est complètement inutile, je ne te reproche rien. On s'aime beaucoup avec mon père et il a toujours été là pour moi et il pensait, comme le disait le bouquin, que c'était l'absence du père qui faisait, entre guillemets, que le fils aurait des tendances. Oui, alors que vous dites que votre père était très présent auprès de vous. Totalement. Il est beaucoup moins sentimental que ma mère et donc lui c'est vraiment le côté pratique de la vie. Dès que j'ai une question sur tout un tas de choses techniques d'une vie administrative, il est toujours là pour me répondre, à m'expliquer pendant des heures, à trouver des solutions, etc. Super, il y réfléchit même des fois tard le soir. Il m'envoie des mails plutôt que de m'appeler en m'expliquant comment on fait, etc. Et ma mère est beaucoup plus sentimentale, avec qui je me confie beaucoup et qui connaît toute ma partie sentimentale. Bon, voilà. Je pense qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas voilà. C'est juste quelque chose qui, au fur et à mesure des générations, c'est éclairci, on y a vu plus clair. Voilà, c'est simplement la société qui a toléré mieux. Quelque chose qui existait auparavant, vous avez raison de le préciser. Bien sûr, Alexandre. C'est une chose qui existe depuis la nuit des temps, exactement. Voilà. Et chez les Grecs, c'était même très valorisé. Voilà, et Alexandre d'ailleurs était un bisexuel. Mais oui, dans la cité athénienne, il était de bon ton de l'être. C'était chic même. Voilà, il faisait l'amour avec ses mignons. Exactement, exactement. Vous avez raison de repréciser des pans entiers de l'histoire parce qu'on a tendance à l'oublier. Dans une société beaucoup plus normative qu'on croit quelquefois. C'est ça. Après, vis-à-vis des amis de mes parents, ma mère a eu beaucoup de difficultés à leur dire, mais au final, elle s'en trouvait plus... plus comprise de ses amis qu'elle ne l'était en restant dans le silence. Ah oui. Et elle a trouvé ça assez formidable et ses amis ont commencé à lui dire moi j'ai un ami qui est homosexuel, moi mon frère est homosexuel, etc. Et au final ça lui a ouvert sur des portes. Elle s'est dit oui, c'est totalement normal et ça a été long pour qu'elle l'accepte, que mon père l'accepte, que mon grand frère l'accepte, mais aujourd'hui... ça a été long. Oui. Quand vous dites long, parce que quel conseil vous donneriez à Françoise par rapport à son mari, justement, où ça crée une tension dans le couple? Est-ce que finalement son mari lui en veut pas d'accepter si bien la situation? Vous voyez, ça crée une différence. Oui, c'est ce que j'entends aussi. Oui, vous en pensez quoi, Alexandre? Je pense que le couple doit rester le couple et que les parents doivent rester les parents. Le couple est une intimité dans cette histoire-là qui n'a pas à être, je pense, remis en cause. Oui, ça me donne une idée du coup de question à Françoise. Vous avez toujours une intimité avec votre mari ou ça l'a ça a eu un impact? Oui, ça a eu un impact. C'est-à-dire que lui, il s'est, je vais dire, échappé. Enfin, je vais dire, il s'est écarté, oui. Oui. Comme si le fait, vous voyez, que vos enfants aient fait ce choix-là, ça empêche l'hétérosexualité des parents, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Ça vous a coupé. Alors, ça renvoie à ce que disait justement Alexandre en disant c'est important que le couple garde son intimité. C'est ça que vous disiez, Alexandre. C'est surtout le fait que ce soit important que le couple garde son intimité, mais surtout qu'il n'y a pas à avoir, il n'y a aucune culpabilité à avoir à ce niveau-là. Il faut que, je pense, Françoise, que votre mari puisse le comprendre. Ce n'est la faute de personne. Et à quoi bon? Ce n'est pas une faute.
Vous avez tous les deux donné la vie à deux enfants qui ont l'air d'être épanouis sentimentalement et sexuellement. Et ils ont fait eux-mêmes leur choix quelque part. Soit il y en a, soit les deux ont choisi, soit qu'un des deux l'a choisi, ou soit c'est quelque chose qui a évolué en même temps que la compréhension de la sexualité chez l'enfant. Ça s'est passé de la même façon pour moi. J'avoue qu'au début je comprenais pas ce qui m'est arrivé, comme tous les homosexuels, je pense, justement parce que la société différencie, donne une normalité à une sexualité plutôt qu'à une autre. Et c'est simplement un point de vue. Il n'y a pas, je pense, de malaise à avoir sur la construction d'un couple. Vous avez fondé avec votre mari une famille. Soyez fiers. Juste une chose, c'est de l'amour que vous portez tous et le fait que vos enfants soient épanouis. C'est la seule chose, je pense, qu'il faut garder en ligne. Je suis assez d'accord. Et Alexandre, qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, il y a un auditeur qui pose la question sur ce secret à ne pas dévoiler aux grands-parents qui serait peut-être justement très culpabilisant dans le questionnement de Françoise. Alors, je vais vous raconter une anecdote. C'est vrai que mon grand-père, il y a toujours eu de très grosses tensions entre ma famille et mon grand-père, mais ça date pas d'hier et ça date pas de l'annonce que je lui ai faite. C'est quelqu'un de foncièrement très cartésien et très con. Malheureusement, je le dis à l'antenne de cette façon-là, mais voilà, vous savez, il y a des vieilles personnes qui vieillissent bien, il y a d'autres qui se rigidifient, hein. Le psychisme, c'est comme le corps, hein. Quelquefois, on peut être tourette dans la tête et dans l'âme. Lui, voilà, il pense depuis qu'il a fait la Galvergérie, qu'il a tout vu, tout compris et qu'il a plus rien à apprendre. C'est bon. Voilà. Malheureusement, c'est dans son état d'esprit. Et je pensais que ça lui ferait un petit électrochoc le fait de lui annoncer. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'étais parti en voiture, je suis allé le voir, c'était il y a 4 ou 5 ans de ça, j'avais 18 ans. Je suis allé le voir pour lui dire, uniquement pour lui dire, et je me suis dit, je lui dis, et je m'en vais. C'est ce que j'ai fait. Il a pris ça au début pour une blague. Et au fur et à mesure du temps, malheureusement, pour d'autres circonstances, mes parents, surtout ma mère, c'est le père de ma mère, surtout ma mère, on ne se parle plus, mais je pense pas que ce soit pour ça. C'est pour d'autres choses bien plus complexes. Mais uniquement sur ce problème-là, mon grand-père téléphonait à ma mère de temps en temps et demandait de mes nouvelles. Qu'est-ce qu'il fait Alexandre, etc. Et il disait, est-ce qu'il est toujours malade? Vous voyez à quel point, pour lui, c'est une maladie. Voilà. Est-ce qu'on lui a trouvé un docteur? Est-ce qu'il est toujours malade? Ma mère rigolait et elle disait, mais non, non, papa, c'est comme ça. Alexandre n'est pas malade, ce n'est pas une maladie, il faut que tu le comprennes. Et au bout d'un moment, ma mère commençait même à s'énerver parce que, elle était un peu déchue et un peu... Elle ne savait pas trop comment réagir pour expliquer ça à un vieux singe à qui on ne peut pas apprendre à faire des grimaces. Mais voilà, c'était juste complexe dans ce sens-là. Mais j'ai été très agréablement surpris peu avant le temps qu'on se brouille définitivement, où il m'avait téléphoné pour me dire j'ai regardé une émission sur des homos, j'ai trouvé ça très bien, etc. Il s'était quand même intéressé par le temps. Ah oui. C'était un petit peu décoincé à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui m'a donné vraiment chaud au cœur. Je me suis dit, il est sur la bonne voie. Mais malheureusement, ça n'a pas poursuivi dans ce sens-là. Quoi. Merci à vous, Alexandre, d'avoir appelé pour Françoise. Et voilà. Et j'espère que ça vous a un peu éclairé, Françoise? Oui, tout à fait, oui. Oui. Et peut-être il y a cette histoire quand même avec les grands-parents, peut-être lever. Ça pèse peut-être sur le couple, ce tabou envers vos propres parents. C'est une utilité, je pense. Je permets de vous couper de le raconter aux grands-parents parce que sauf si on sent vraiment qu'ils vivent dans une mais là, nouvelle ce sont les enfants de Françoise qui ont choisi de ne pas le raconter, Alexandre. D'accord, très bien. Oui, alors. Voilà. C'est pas une mauvaise chose, même si des fois je regrette. Par exemple, ma grand-mère, j'étais très 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 proche de ma grand-mère et elle est partie il y a quelques années de ça et c'était le pilier de la famille. Et peut-être que je regrette de ne pas lui avoir dit. Ma mère m'aurait dit, tu vois, je pense qu'elle l'aurait très bien accepté et qu'elle serait partie entre guillemets en paix de savoir que toutes les interrogations qu'elle avait, maintenant elle avait ses réponses. Quoi.
Merci Alexandre. Merci beaucoup. Et puis merci à vous. Et puis Françoise, des messages des auditeurs pour vous, de Lilia qui dit le plus important c'est le bonheur de vos enfants, peu importe le regard et l'opinion des autres. Bravo pour votre ouverture d'esprit et surtout vous n'êtes coupable de rien. Yvan qui trouve que voilà vos réactions, vos questions, c'est bien normal, que vous êtes une bien gentille maman et que l'amour envers vos enfants est plus important. Et puis également un autre auditeur qui dit voilà, peut-être encore une fois ce secret à ne pas dévoiler aux grands-parents. En tout cas, Françoise, je pense que ce serait bien d'arriver voilà, peut-être à resserrer le lien avec votre époux. Et puis peut-être de lâcher un peu cette histoire-là, vous voyez, que ce soit moins obsédant pour vous, puisqu'ils sont sur leur rail à eux, parce qu'aller chercher un questionnement de ce choix, c'est un choix très intime qui leur appartient aujourd'hui. Complètement. Et vous, vous pouvez dire à votre mari, et ça n'avancera à rien. D'abord, vous n'aurez jamais de réponse à cette question-là. Non. Et puis, quand bien même vous en auriez une, c'est pas ça qui va créer quelque chose dans votre couple. Donc je pense que ça... Pas... Oui, puis je cherche pas vraiment de... Enfin, on va dire naturellement, je cherche pas de réponse. Mais c'est peut-être votre époux qui doit être amené à lâcher ça. Oui, c'est la manière dont il a réagi qui a induit un peu des... Oui, mais plus lui, il se cabre contre, et j'ai l'impression plus vous êtes pour. Donc... Un peu, hein. Donc il y a vraiment cette histoire qui alimente une tension dans votre couple, et le sujet il est plus là que celui de vos enfants, en l'occurrence. Et peut-être que ça cache autre chose. Peut-être que dans votre couple ça dit autre chose. Mais ce serait une autre histoire, comme on dit avec les petits-enfants quand ils s'endorment. Hein. Donc ce sera une autre histoire. D'accord, Françoise? Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Fétia. Fétia, vous êtes là? Ah, bonsoir Sophie. Oui, bonsoir, bienvenue à l'antenne d'Europe 1. Merci, et je vous remercie d'avoir pris mon appel à l'antenne. Je remercie votre équipe. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, très bien. Vous Parce êtes que je tremble, donc le téléphone, je ne sais pas si... Donc le téléphone tremble aussi, on l'entend pas trembler. Non. J'ai mon cœur qui bat la chamade. Ah oui. Et c'est vrai que c'est assez émouvant. Oui. Je voudrais juste passer un petit message pour Françoise. Oui. Qu'elle apprécie la grâce d'avoir ses enfants près d'elle. Oui, parce que c'est de ça dont vous voulez nous parler ce soir, Fétia. Voilà. Moi, aujourd'hui, m'est arrivée une aventure formidable et épouvantable. Oui. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Un garçon qui a 30 ans aujourd'hui, en 2014, et une fille qui a 26 ans. Oui. Et donc, que je n'ai pas vue depuis 18 ans. D'où mon émotion. Et en allant, je ne cherchais plus. Et aujourd'hui, sur Internet, c'est pas une intuition, j'ai tapé son nom, son prénom, et j'ai retrouvé toute sa biographie. Puis la première pensée que j'ai eue, j'ai dit, il a réalisé ses rêves. Oui. Parce que de sa naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, il est avec moi. Oui. Et donc, je l'ai initié aux arts martiaux. Oui. Et donc, on avait cette passion familiale, puisque après, moi, je les ai élevés toute seule. J'ai été divorcée très tôt. Et là, j'ai vu que en France, je ne vais pas dire obligatoirement dans quelle région, mais il a créé donc son centre de formation. Il est passé maître en art martial, et je me suis dit, l'inconscient fonctionne quand même si on s'est séparés. Il a gardé cette passion. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je lui ai laissé un message sur sa boîte vocale. Et la vie vous a séparés de quelle façon, Fétia? Par la bonne volonté, c'est entre guillemets, de la famille. Mon ex-mari était fils unique,
donc sous l'emprise de sa maman. Et donc, ma fille qui a 26 ans maintenant, elle avait 3 mois quand je me suis séparée de mon ex-mari. Oui. Et j'ai élevé les enfants jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et mon fils, quand il a vu que son papa avait d'autres enfants, il m'a dit j'ai plus ma place. Il avait commencé à fuguer, pleurer, tétanisé. Donc j'ai fait le nécessaire. J'ai dit t'as un papa, t'inquiète pas, tu vas vivre avec lui. Et on a fait le nécessaire par le biais du tribunal. Parce que, oui, et du coup, vous aviez plus du tout... C'est-à-dire que moi, quand j'allais les chercher, ma voiture était caillassée ou moi, je me faisais tabasser par la belle-mère. Alors donc, c'était pas vraiment un spectacle à donner aux enfants. Mais le papa pas défendu puisque non. Il a joué le jeu. C'était très faible. C'est un homme très faible et puis qui n'avait jamais accepté. Quelques années après, je croisais ses amis. Ils ont dit mais tu sais, il parle toujours de toi, il est toujours amoureux de toi, tu l'as trahi. Et en fait, moi, il me punissait. Mais bon. Là, moi, l'important, c'est de parler de mes 2 enfants. Oui. Il y a aussi le fait que en février 2012, j'ai fait une crise cardiaque. Oui. Je vis seule actuellement. Et donc, je suis allée sur la page Facebook de ma fille et je lui ai laissé un message, somme toute gentil. Je lui ai dit que je la trouvais très jolie sur la photo, que je l'aimais beaucoup et que je ne voulais que personne d'autre lui apprenne que j'ai une crise cardiaque et qu'elle ne s'inquiète pas, que je me soignais et que si elle avait envie de me contacter, elle me contacte et je n'ai jamais eu de nouvelles. Donc, c'est pour ça que je vous appelle. Suite à cette première, parce que j'en ai fait 2 depuis 2012, suite à cette première crise cardiaque, j'ai demandé à voir un psychologue parce que j'ai somatisé. C'est pour ça que ce soir je vous appelle. J'ai dit, je vais pas somatiser, je vais en parler avec Sophie Peter. Voilà. Donc, suite à la première crise cardiaque, j'ai été rencontrer une psychologue, puisque c'est un grand traumatisme. Bien sûr, oui. Et puis, je lui en ai parlé pour pouvoir évacuer justement toute cette souffrance. C'est la première fois que vous rencontriez un psychologue, Fétia ? Non, j'avais rencontré un psychologue quand j'ai divorcé pour que... j'ai une formation d'éduc spécialisée. Et donc, on est assez ouvert sur... bien sûr. Et donc, moi, j'ai été voir quand j'ai divorcé, j'ai été voir une pédopsychiatre d'abord, et puis après une psychologue et une orthophoniste pour les enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir. Et ils étaient, somme toute, épanouis par rapport à leur âge, mais c'est le divorce, pas la fin d'un idéal. La fin d'un idéal, c'est bien dit. Et donc, moi, je me trimballe dans cette vie depuis... je me suis séparée en 89, j'ai divorcé en 91. J'ai jamais refait ma vie parce que je vivais avec leurs fantômes. Jusqu'il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'ils avaient plus 12 et 16 ans. C'était des adultes et qu'il fallait que je passe à autre chose. Ça a été... Donc, tous ces renoncements. Et ma question aujourd'hui, c'est que j'ai beau positiver, j'ai appris, je me suis, reconstruite avec la méditation. Donc j'écris beaucoup et je fais de la méditation. Donc j'adore la philosophie. Bon, je suis une curieuse de nature. J'adore la vie. Et je me remémore, donc je me dis, je suis contente parce que je les ai nourris au sein, je leur ai appris à nager, à faire du cheval, du sport. Mais vous en trop manqué, Fétia, à faire des années. Et vous en trop manqué, vos enfants. Et c'était pas possible d'avoir accès à eux toutes ces années. Non. Je suis allée mon fils faisait des études... parce que je suivais leur scolarité quand même. Mais après une fois qu'ils avaient 18 ans, ils n'ont pas cherché à vous revoir ? Non. Ils vous réclamaient pas ? Non.
Mais leur père avait raconté des trucs sur vous? Il y avait... Ah oui. Oui, mais moi, en fait, c'est ça, c'était un enfer de couple, quoi. Ah oui. Et même au niveau de ma réputation, j'ai perdu un emploi à cause de mon ex-mari. Comme quoi, j'ai été droguée, alcoolique. Moi, je suis allée voir les services en leur disant, faites la prise de sang, on passe ça à la Gamma GT. Au Gamma GT, j'ai dit, c'était vraiment de la méchanceté. C'est-à-dire que... Effectivement, aujourd'hui, donc, vous avez retrouvé la trace de votre fils, c'est ça? De ma fille, il y a 2 ans. Et de votre fille, il y a 2 ans. Et de mon fils aujourd'hui. Et votre fils aujourd'hui. Ouais. D'accord. Votre fille, vous la revoyez, hein? Non, je consulte parce que là aussi, je me dis, si elle voulait pas avoir de mes nouvelles, elle m'aurait, bloqué sur Facebook. Oui. Et là, vous lui avez envoyé un message, c'est ça? Voilà, je lui ai envoyé un message il y a 4 ans. Et je lui ai parlé de la photo il y a 4 ans, ouais. Et elle vous a pas répondu? Non, elle n'a pas répondu. Alors je me suis moquée d'elle. Je lui ai marqué bonjour, c'est maman. Alors donc toi tu parles parce qu'elle parlait du Nutella et je lui ai pardon pour la marque. Et je lui ai dit mais moi je n'ai même pas ça pour me consoler. Mais je t'aime et je te trouve formidablement jolie. Oui. Et puis je laissais que des messages pas culpabilisants mais plein d'amour, comme je le ressentais. Oui. Et puis 6 mois après, parce que moi ça me coûte d'aller voir leurs photos, et puis 6 mois après elle avait changé de photo et elle avait mis une robe, ce qu'elle n'était jamais. Oui. Et donc on se ressemble comme j'avais l'impression de me voir, quoi. Je le trouvais magnifique, très sensuelle, très femme. Bon, voilà. Vous lui avez proposé de la voir, j'imagine? Oui, de prendre contact. Oui, je lui ai laissé toujours mon téléphone et mon adresse. Elle a refusé? Je ne sais pas si elle a refusé, elle n'a pas donné suite. Elle a peur, vous croyez? Il y a quelque chose? Moi, je pense qu'il y a une grosse colère. Parce que le dernier contact, si je peux me permettre, le dernier contact, c'était le Noël 2000. Oui. Noël 2000, et puis après 2004. Mais en 2000, elle est venue, et donc, on a fêté Noël. Son frère n'est pas venu, c'était un peu bancal. Et avant de partir, elle a décroché tous ses posters de sa chambre. J'ai compris qu'elle partait. Chez son père? Oui, qu'elle désinvestissait. Et comme elle ne voulait pas faire de choix, elle m'avait demandé des trucs. Maman, est-ce que je peux prendre la pilule? Et puis, ça, c'est pas un truc, c'est important pour une jeune fille. Je lui ai donné mon autorisation et puis je lui avais demandé des explications un petit peu avant. Puis elle voulait un portable. J'ai dit, il faut demander à ton papa. S'il n'est pas d'accord, moi, je ne t'achète pas de portable. Et donc, je lui ai envoyé un chèque, une fois que j'ai su que c'était d'accord. Elle m'a renvoyé le chèque gribouillé, mais alors j'ai ressenti tout de suite, vous savez, cette émotion de colère et de haine qu'elle avait marquée, je n'ai ni père ni mère. Et j'ai eu peur pour elle. Et j'ai dit, c'est elle qui va mal. Et donc là, je me suis inquiétée et j'ai appelé son collège. Elle était au collège. J'ai appelé son collège et j'ai dit, il faut absolument faire rencontrer un tiers étranger. J'ai dit, parce qu'elle va pas bien. J'ai dit, moi, je peux la comprendre. Elle est en colère, mais je peux pas, être sa maman et son thérapeute. Hein. Ça, je peux pas faire les deux, moi. Voilà. Et donc, en 2004, entre-temps, je lui ai envoyé des colis. Elle voulait pas venir, j'acceptais. Elle voulait pas passer ses vacances, j'acceptais. Donc, le jour de son anniversaire, un jour de son anniversaire, je voulais fêter avec elle son anniversaire. Elle n'a pas voulu venir. Et puis, en 2004, donc, je préparais les cadeaux de Noël. Je les envoyais pour elle et son frère. Et puis, elle m'a envoyé une longue lettre en disant que c'est pas la peine. Garde tes sous. L'arrogance d'une gamine de 16 ans en pleine déstructuration. Voilà. Ça a été le dernier contact. Donc je lui ai répondu que je respectais son silence et sa colère et que moi j'étais toujours là. Et je suis là depuis 18 ans. Il n'y a pas un intermédiaire possible entre vous? Parce que... J'ai essayé de voir, je voulais pas m'immiscer dans leur vie. J'ai essayé de voir par le biais d'une médiation, ce sont des adultes. J'ai fait une recherche dans l'intérêt des familles pour qu'ils sachent que je m'intéresse à eux. Ils ont transmis qu'ils refusaient de me donner leur adresse et leur téléphone.
Ouais, il y a quelque chose, il y a une inconnue qui vous échappe, là, Fétia. Vous avez un élément d'histoire sur lequel vous n'avez pas accès. C'est pas possible autrement. Oui, parce que... Vous voyez, il y a eu tellement d'années. De toute façon, maintenant, quel que soit le lien que vous puissiez reconstruire, il va pas ressembler, bien sûr. Oui, ça je sais. Ouais. Avec votre fils, vous vous revoyez là? Non, je vous ai dit, j'ai redécouvert ses coordonnées aujourd'hui. Pardon. Sa photo aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui en fin d'après-midi, il était 17h30, à 18h, j'ai envoyé un texto et j'ai laissé un message sur sa boîte vocale. Mais oui, non, je sais que maintenant, c'est reconstruire avec un homme, une femme qui ont un environnement, ils ont une cellule et puis un parcours. Mais moi, ce qu'il y a eu dans ma vie, c'est que j'ai fui. Il y a un grand trou. Il y a un grand trou dans votre vie. J'ai, comment dire, j'habitais pas loin du domicile de leur père et je pouvais pas les voir. Par exemple, j'allais à la sortie de l'université. Mais Fétia, vous êtes fait aider là par un psy toutes ces années? Vous avez vu quelqu'un? Oui. Ah oui, j'ai beaucoup travaillé sur le deuil. J'ai travaillé. Vous êtes soutenue. Non, mais moi, ma question, c'est pas que vous ayez, on va dire, travaillé ou pas. C'est pas des devoirs de vacances. Je parle d'être soutenue. Pour moi, non, mais je sais bien qu'on dit travail. Moi aussi, je le dis. Mais là, moi, ce qui m'inquiète, là, en vous écoutant. Moi, c'est valorisant. Pour moi de dire travailler. Bien sûr. Non, mais vous avez raison. Parce que c'est moi-même qui ai fait l'effort de cette résilience et puis de prendre de la distance. Sinon, aujourd'hui, je serais plus là. Ouais. Oui, ce qui me semble très important, Fétia, c'est que vous soyez soutenue. Vous soyez pas seule. C'est trop dur, c'est trop compliqué ce que vous vivez. Non, mais là, j'ai fini, un accompagnement après ma crise cardiaque de 7 mois. Oui. Et là, l'émotion, c'est parce que le fait que j'en reparle, le fait que c'est mitigé, c'est de la joie. C'est pour ça que je disais à Jeanne tout à l'heure, j'ai dit c'est merveilleux et épouvantable. Oui, mais oui. Oui, c'est merveilleux et épouvantable, c'est très juste. Voilà. Oui. Et donc, c'est une grosse émotion, comme une émotion de joie, comme une émotion... Oui, je l'ai retrouvée, et puis en même temps, c'est tout ce passé qui remonte. Ce passé, je le gère, il fait partie de moi, il m'a construite... le résultat est pas mal, je vous le dis franchement, malgré, les souffrances, parce que ça m'a amené à me poser des tas de questions, à découvrir plein de choses, à gérer mon temps. Comme je vous disais par exemple, quand vous dites j'ai découvert plein de choses, qu'est-ce que vous avez découvert, Fétia, de plus important pour vous? Le plus important, je me suis découverte moi. Oui, mais... J'ai reconnecté avec la petite Fétia. J'ai reconnecté avec ma vie. Il y avait des choses que j'avais zappées au niveau de mon enfance, au niveau de... J'ai retissé l'histoire de ma vie et l'histoire de la vie de mes parents et l'histoire de la vie de mes grands-parents. Pour connaître un petit peu cet égrégore et le pourquoi du comment. Ça m'a occupée, pas à temps plein parce que je ne me regarde pas que moi, mais mais vis-à-vis de cette grosse émotion maternelle, je me suis fuie. J'ai pris 300 km de distance. Pendant 8 ans, j'étais à l'ouest, et encore à l'ouest, c'est une indication. Oui, c'est une indication. Parce que un point cardiaque, perte de nord, même à l'ouest, c'est indiqué. Oui. Et après, j'ai fait un choix de vie. J'ai dit maintenant, la prochaine, le prochain quart. Alors peut-être Fétia, qu'il y a un message d'espoir dans ce que vous nous confiez là, c'est-à-dire que en fait vous seriez prête à accueillir vos enfants avec la nouvelle Fétia, en fait. Oui, parce qu'il fallait que j'assume. Oui, il fallait plus construite. J'ai envie de dire un peu plus construite. Mais moi, je me dis, pendant ces 18 ans, ça n'a pas été inutile, parce qu'ils vont découvrir une femme intéressante, une maman aussi... une femme, tout simplement. Voilà. Et puis, et c'est ce que je disais à chaque fois que j'allais rencontrer quelqu'un, ou bien mon médecin traitant, ou à mon cardiologue. Je dis, moi, mon enjeu, c'est de rester jolie et dynamique pour que mes enfants ne me trouvent pas vieille et conne. Et donc, je dis, ça a été ma première motivation. Mais après, il y a d'autres choses. C'est que j'ai envie de les voir grandir. Et quand je dis grandir, maintenant, ce sont des adultes, mais on grandit quand
on a une autre expérience. Et puis, je crois que le seul amour inconditionnel, c'est celui qu'on reçoit de sa maman, de son papa. Et donc. Mais en fait, c'est eux qui maintenant vont faire un chemin peut-être vers vous et chercher un jour à vous rencontrer. Il faut les laisser venir maintenant. Ils savent que vous êtes là. Oui, mais. Ils savent que vous êtes là. Oui, mais je leur ai dit que moi, maintenant, j'ai une pathologie qui. Chaque jour, c'est un jour gagné. Hein. Oui, j'entends bien, Fétia, mais il y a eu tant d'années que on pouvait pas, vous voyez, mettre un délai ou une pression quelconque là-dessus. Ah non, mais je mets même pas de pression. La preuve, c'est que quand j'ai envoyé quand je lui ai dit le message vocal, je lui ai dit que je souhaite prendre contact. Je lui ai pas dit rappelle-moi ou appelle-moi ou. Oui, j'entends bien, mais si, oui, vous avez parlé un petit peu de vous pour. Voilà, l'important c'était qu'il sache que je le recherchais, que je l'ai retrouvé, que je l'aime. Ouais. J'ai dit c'est 3 choses les plus importantes. Un enfant, c'est pas peut-être cette santé abandonnée, mais en se disant bah oui, elle m'a cherché. Et là, elle m'a trouvé. Oui. Mais alors, maintenant, je me suis posé la question, je me suis dit moi ça a fait un choc, mais pour lui aussi. Bien sûr, mais vous avez complètement raison, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut un peu de temps. De part et d'autre. Maintenant, si vous voulez, voilà, vous êtes là, vous êtes présente à votre manière, avec la technologie et la distance. Ils savent, ils vont avoir la liberté de venir. Ça prendra du temps. Il y a un joli message que je vais vous lire avant qu'on se quitte, Fétia, qui est de Fatia. Donc vous c'est Fétia, mais là c'est une Fatia et elle écrit une Fatia qui sent toute la douleur de Fétia en lui disant que ses larmes ne coulent pas pour rien et que ses enfants reviendront vers elle. Et puis un autre auditeur qui dit quel témoignage très fort. Je vous souhaite de tout cœur que vos enfants vous contactent, ne perdez pas espoir. Et vous voyez, cet auditeur, il a dansé le rock allongé sur son lit médicalisé en réponse à ma question tout à l'heure et en clin d'œil. La prochaine fois, j'irai danser avec lui. Ouais. Mais non, moi, ce que je fais, c'est leur envoyer de grosses vibrations d'amour. Et puis pendant toutes ces années, je travaille, enfin quand je dis travailler, je les visualisais toujours bien portants, souriants, qui réussissent leur parcours professionnel, scolaire et professionnel, et qui réalisent leurs rêves. Et c'est pour ça que ma joie et ma peine sont mitigées, parce que je me dis, je suis heureuse qu'ils soient arrivés à 30 ans à là où ils sont. Oui, c'est super ça. Ouais, je me dis, voilà, c'est l'énergie, le lien invisible qu'on garde avec ses enfants, c'est une bonne énergie. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors il y a Malika qui vous dites vous êtes une mère courage Fatia. On vous donnera son numéro hors antenne parce qu'elle souhaite rentrer en contact avec vous, Malika. Non, vous ne souhaitez pas? Non, parce que c'est pas. Ouais. Mais je la remercie pour son témoignage. Oui, vous n'avez pas envie de remuer tout ça, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'entends. Oui, voilà. Je comprends. Et moi, j'ai envie demain d'aller, j'habite Bordeaux, demain aller à la fête de la foire du vin et puis écouter Erwin and Fire. Et voir le feu d'artifice. Non, et de lancer je ne resterai pas assise à côté du téléphone. Oui, et de lancer une bonne énergie dans l'univers pour revoir vos enfants. Exactement. Une belle énergie avec la musique et le feu d'artifice. Je crois que c'est l'univers qui m'avait déjà répondu. J'ai reçu la réponse aujourd'hui. Parce que ça avait été fait. Mais bon, il est lent cet univers. Ah oui, il est lent, il faut l'aider un peu quelquefois. Il faut envoyer des petites ondes là-dedans, des demandes, on dit. On dit qu'il faut envoyer des demandes à l'univers. Et donc depuis, je ne sais pas pourquoi, comment, j'ai pas refait ma vie. Aussi pourquoi, comment vous les attendez, il y a un grand trou.
Fétia. Alors peut-être que maintenant les choses vont changer pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Oui. Je vous souhaite beaucoup de courage encore pour ce que vous traversez. Merci de nous avoir appelés ce soir. J'espère qu'on a un petit peu apaisé votre peine et vos larmes. Courage à vous, Fétia. Et bonne fête demain. Et de la joie, bien sûr, vous avez raison. Parce que les avoir retrouvés, c'est pour donner de l'espoir aussi. Bien sûr. Bonne nuit à tous. À vendredi prochain.